Au début, tout se passait normalement. Pour la suite, je n'aurais jamais cru que cela pouvait m'arriver un jour, et encore moins dans le monde du travail. Cela faisait 2 mois que j'avais commencé ce nouvel emploi. Tous mes collègues étaient vraiment sympathiques. Et puis un jour, mon manager a commencé à faire des réflexions du style: «Ce n'est vraiment pas bien ce que tu fais, mais qu'est-ce que t'es nul! Je n'aurais jamais dû t'embaucher, mon enfant de 3 ans pourrait mieux faire.» Tous les jours, j'avais le droit à ma petite réflexion. Et plus les jours passaient, et plus les réflexions s'empiraient. Tout y passait. Ma façon de travailler, mon physique, et même ma façon de parler. Pourtant, à mon embauche, on m'avait promis que j'intégrerais une belle famille. Mais j'ai surtout vécu de l'humiliation, de la dévalorisation et du dénigrement. Tout le monde voyait ce qui se passait, mais personne n'osait parler. Bonjour à tous, je suis Camille Lan, et l'histoire que vous venez d'entendre est celle d'Alix, mais aussi celle de nombreux autres salariés. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle d'un sujet trop délaissé et si nécessaire à traiter, le harcèlement au travail. Pour parler de ce sujet, j'ai invité dans le podcast Philippe Chevalier. Philippe, je l'ai rencontré il y a plus d'1 an, par hasard, dans un réseautage d'affaires. J'ai appris qu'il était enquêteur, enfin qu'il est d'ailleurs toujours enquêteur privé, et qu'il mène différentes interventions pour les entreprises, que ce soit de l'infiltration, de la cyber-enquête et du sujet qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, des enquêtes de harcèlement au travail. Par la suite, en discutant avec lui, j'ai appris que par le passé, il travaillait pour le renseignement militaire et a participé à des opérations de renseignement pour la DGSE, qui est la Direction générale de la sécurité extérieure de l'État français. Vous l'avez sûrement compris, Philippe a une carrière riche, peu commune, mais ô combien intéressante. Je vous assure qu'il faut que vous écoutiez cet épisode jusqu'au bout, car mon invité est généreux en conseils et en anecdotes qui, je suis sûre, vont vous aider si un jour vous devez mener une enquête de harcèlement au travail. Et bien sûr, si vous aimez l'épisode, allez le commenter et l'aimer, c'est ce qui m'aide le plus à aller chercher des personnes inspirantes qui souhaitent partager avec vous des outils concrets dans la gestion humaine en entreprise. Bonne écoute. Bonjour Philippe, bienvenue dans notre 5 STRH. Alors, je t'avoue qu'habituellement, je prépare cet épisode en faisant beaucoup de recherches sur mon invité, mais que toi, tu m'as donné beaucoup de fil à retordre, hein, on va le dire. J'ai trouvé un peu d'informations sur toi, hein, et je suppose qu'en tant qu'enquêteur, c'est aussi le but de rechercher, hein, d'avoir peu d'informations et pas d'avoir comme toute sa vie aussi étalée sur Internet, si on peut dire ça comme ça. Bonjour Camille. C'est un peu vrai ce que tu dis, oui. En même temps, c'est aussi peut-être dans ma nature de ne pas me surexposer. Donc, c'est un mélange des deux. Voilà. Et quand tu étais, alors je dis plus jeune, c'est pas contre toi, hein, que je dis ça. Essaye donc. Non, non, c'est intéressant. Continue. Oui. Est-ce que tu te voyais enquêteur aussi? Est-ce que tu te voyais un peu à la Sherlock Holmes, aller chercher des informations ou pas du tout? Je vais te parler de clichés davantage que de jeunesse. C'est vrai que Sherlock Holmes, ça vient en tête tout de suite. D'ailleurs, quand les gens font des sites web d'enquêteurs, c'est inévitablement une loupe. Moi-même, j'ai eu juste ce défaut-là sur un endroit de mon site ou un chapeau carotté. Alors, c'est un cliché, puis c'est important pour moi de briser les clichés, puis on le fera peut-être au cours de notre entrevue. La démarche d'un enquêteur, c'est essentiellement une chose, c'est chercher, documenter la vérité. C'est ce qui donne tout le sens du métier. Et je vais briser un premier cliché tout de suite parce que je ne peux pas m'empêcher de le faire maintenant. Donc, les enquêteurs privés traitent rarement les affaires qu'on appelle familiales ou d'adultère. On le fait encore avec l'aide d'un avocat, mais essentiellement, ce sont des enquêtes corporatives, des enquêtes de fraude, de déloyauté et des enquêtes ressources humaines. Puis pour répondre à ta question quand même, parce qu'il ne faut pas que je l'oublie, non, ce n'est pas quelque chose qui m'avait intrigué au début, mais je pense que le fait d'analyser, enquêter, décrypter, s'intéresser aux gens particulièrement, ça fait partie de tous ces ingrédients qui font qu'à un moment donné de sa vie, ça peut être sur le tard, ce qui était dans mon cas aussi, on devient enquêteur.
Et je sais, parce que là, je vais rebondir sur le mot que tu viens de dire. Tu as dit le mot enquêteur et quand on avait préparé cet épisode, tu me disais: «Non mais moi j'aime vraiment pas le mot détective privé». J'utilise ce mot enquêteur. Pourquoi le mot détective privé, tu l'aimes pas? Ben, pour la raison de cliché, oui, mais j'utilise aussi quand ça fait mon affaire pour être compris du premier coup. Parce que des fois, il faut communiquer, puis les perceptions, on peut les mettre de notre côté aussi. Enquêteur est le mot légal officiel, enquêteur privé. C'est une profession réglementée. On a le Bureau de la sécurité privée, qui est un organisme gouvernemental dont la mission est de veiller à ce qu'on applique et qu'on soit dans les bons cadres de la loi sur la sécurité privée. Alors, j'utilise enquêteur par conformité légale, détective quand c'est plus simple pour aller plus vite droit au but quand je parle à quelqu'un. Mais c'est vrai que détective est toujours relié à certains clichés, enquêteur est plus large. Alors, je navigue entre les deux mots selon ce qui me convient. Bah, je t'avoue que détective privé, moi tout de suite, je vois quelqu'un qui est bah, dans sa voiture, en train de se cacher, avec ses petites jumelles, son gros cigare, qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Un chapeau melon. C'est plutôt Melon ça. en Alors que plus. Ouais. enquêteur, c'est vrai que c'est plus large. Ben oui, ben merci d'avoir pas nommé tous les clichés, parce qu'on aurait pu être dépressif, alcoolique, etc. Euh, pour ce qui est de la voiture, oui, ça arrive. Les jumelles, oui, ça arrive. Ça, oui, effectivement. C'est intéressant que tu utilises le mot aussi investigation parce que ça me permet de parler de cyber-enquête, cyber-investigation qui occupe une bonne partie de nos activités. Puis évidemment, ça se fait pas isolé dans une voiture en fumant un cigare. Quoique ça pourrait éventuellement arriver, personne ne me verrait. Mais cyber-enquête, cyber-investigation, surtout depuis quelques années, c'est important dans nos activités puisque nous sommes tous évalués, jaugés en danger ou en promotion sur les réseaux sociaux, sur Internet. Alors, c'est notre moyen de communication, évidemment, moyen naturel. C'est aussi un lieu de menaces, de problèmes, de doutes, de fraude, de déloyauté. Donc, on a une part à faire sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle la cyber-enquête. Et justement, est-ce que toi, tu as vu bah, ton métier évoluer? Comment est-ce qu'il a évolué? Parce que là, de ce que j'entends, moi, c'est qu'il évolue de plus en plus, bah, plus vers en tout cas, vers de la cyber-enquête que ce qu'on faisait avant sur le terrain. Est-ce qu'il y a une autre façon où ça évolue, où tu vois ton métier évoluer, en tout cas avec la société? Mais c'est exactement ça, ça évolue avec la société. Euh, je- on va parler peut-être des enquêtes de harcèlement dans le domaine des ressources humaines. Et justement, le harcèlement était un sujet ignoré ou tabou ou pas intéressant ou pas développé ou qui ne préoccupait pas les entreprises. Maintenant, c'est une de leurs principales préoccupations et heureusement. Alors, la thématique des enquêtes de harcèlement psychologique, harcèlement sexuel, fait partie des travaux des enquêteurs qui sont en croissance. Non pas que ce soit inquiétant, parce qu'on peut aussi le comprendre qu'en mettant une meilleure prise de conscience, une meilleure protection des personnes. Alors ça, c'est une grosse évolution. Tout ce qui est fraude et déloyauté, c'est dans la nature humaine. Alors, il n'y a pas de grands changements. Les moyens peuvent changer, le contexte aussi. Un des situations les plus classiques, c'est la trahison d'un partenaire d'affaires, d'un investisseur, d'un actionnaire ou un ancien employé en compétition. Ça, ce sont des choses qui existent depuis que le commerce et les affaires existent. Ce qui peut changer, ce sont les moyens d'action, évidemment. Alors, je te dirais également que en période de crise, comme on vit avec le COVID, ça crée des comportements différents. Ça crée des sentiments d'urgence, des tentations, ou peut-être des filtres qui disparaissent. En parlant de filtres, toutes nos enquêtes sur les réseaux sociaux, dans le cas du cyberharcèlement par exemple, ou des fraudes ou des menaces sur les réseaux sociaux ou sur Internet, démontrent que souvent, quand on a un écran, comme tous les deux, là on a un écran chacun de notre côté, les gens se pensent protégés et ça, se donnent plus de droits d'agir de manière problématique avec les autres. Alors ça fait partie des évolutions importantes. Complètement. Et justement, bah, je vais rebondir là sur le cyberharcèlement. Quand est-ce que ça où tu as vu une différence? Quand est-ce que ça a réellement, commencé où les personnes se sont est-ce que tu attends, je vais recommencer ma question, excuse-moi. Est-ce que tu trouves que depuis, qu'on a tous plus accès en tout cas, à internet, que c'est vraiment devenu plus facile, tu vois plus de cas de harcèlement que tu dois traiter? Parce que les gens, comme tu disais, bah, se sentent plus protégés à dire ce qu'ils veulent par rapport à avant.
Est-ce qu'il y a une différence là-dessus? Puisque pour moi, le harcèlement a toujours existé. Est-ce que maintenant, il est plus prédominant? Ben, ça avait commencé depuis longtemps. Ce sentiment de protection qu'octroie un écran ou une adresse courriel que l'on croit anonyme accélère les tentations et les mauvais comportements, c'est vrai. Mais si je te dis que c'est en augmentation, il faut aussi le traduire autrement. C'est parce qu'on y est plus sensible, on y fait plus attention. C'est comme certaines maladies, on dit qu'il y en a plus qu'avant, mais on les détecte plus facilement qu'avant aussi. Il n'y en a pas nécessairement plus qu'avant. Je ne crois pas que la nature humaine ait tellement changé. Je ne crois pas que c'est la faute non plus des réseaux sociaux, des médias sociaux. On est tous responsables de ce que l'on fait et de ce que l'on publie. Alors oui, c'est plus qu'avant. Ça a de plus grandes conséquences par contre. Parce que les personnes, qu'elles soient plaignantes ou qu'elles soient mises en cause, rentrent dans des processus plus difficiles, plus lourds, plus émotifs. Et c'est d'autant plus important de traiter ces situations rapidement, correctement, de manière neutre et objective, parce que dès qu'on est dans un processus de harcèlement, chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe est vraiment aggravante, aussi bien pour les personnes impliquées que pour faciliter une bonne enquête. Ben c'est beaucoup plus facile au début du processus, quand les témoins sont à disposition, quand la parole peut être plus facilement libérée. Et juste avant qu'on aille plus en profondeur sur ce sujet, parce que j'aurais encore beaucoup de questions, pour toi là-dessus, mais je voulais d'abord revenir un peu avant, sur ton métier. Parce qu'il y a quelque chose que la seule petite chose que j'ai réussi à trouver sur toi et cette seule petite chose m'a vraiment touchée, donc je vais le lire, c'est un des articles que tu as écrit. Après on revient sur le harcèlement, mais vraiment je pense que c'est important que je le lise pour qu'on comprenne mieux comment est-ce qu'après tu fais tes enquêtes, comment, enfin, peut-être que ça va nous aider encore plus à comprendre la suite. Donc, je vais te lire un des extraits, en tout cas, où tu disais que l'infiltration, ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas un rôle que l'on tient 2 heures sur scène, c'est une incarnation sans faille, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur plusieurs semaines. Pas d'autre arme que la cohérence, pas de meilleure protection que l'anticipation, et pas de résultat sans une curiosité bien disciplinée par un perpétuel calcul entre risque et enjeu. Et comme je te disais tout à l'heure, c'était tellement important pour moi de lire cette phrase parce que j'avais l'impression qu'elle résume bien ce qu'est ton métier et qu'elle résume bien aussi ce qu'on va parler tout à l'heure plus par rapport au harcèlement aussi. Donc voilà, j'avais envie de te la partager et si tu pouvais aussi nous dire dans quel contexte est-ce que tu as écrit cet article-là, ces phrases-là, et puis voilà, partager un peu ça avec nous. Alors, tu fais référence à un moment de ma vie qui remonte à un autre siècle, le 20e en l'occurrence, où je travaillais dans le renseignement, mais pour un service public en France. Donc, c'est une fonction différente d'enquêteur privé. Puis, dans la vie, il y a des moments clés qui peuvent durer des fois une fraction de seconde ou seulement quelques minutes. Et j'ai effectivement en tête, c'était dans un ascenseur précisément où pendant 1 ou 2 minutes, j'ai vécu le moment de ma vie dans cette fonction de travail-là. Alors, dans le renseignement, dans l'occurrence, c'était du renseignement pour un service public, donc militaire à l'étranger. Tout est vraiment pas transférable dans le secteur privé, loin de là. Mais il y a quand même des choses comme calculer risques et enjeux lorsqu'on prend une décision. Le risque d'un côté, l'enjeu que ça représente de l'autre, puis prendre la bonne décision, le bon équilibre entre les deux. Alors oui, je sais que j'ai écrit un article sur mon site web parce que c'est le moment clé de ma vie. Donc, si je parle de ce qui m'a fait bouger, de ce qui m'a touché, de ce qui m'a donné tous les enseignements pour la suite, ce sont des moments comme celui-ci, même si c'est un contexte totalement différent de celui des enquêtes privées. Et dans cette petite phrase, justement, tu parlais d'infiltration. Est-ce que dans les entreprises, c'est toujours quelque chose que tu fais? Est-ce que tu vas faire une enquête sur le harcèlement ou peut-être une enquête sur autre chose, hein, sur un bris de confiance ou sur un tout autre sujet. Est-ce que tu vas faire de l'infiltration, faire comme si tu étais un nouvel employé? Ça fait partie encore, de ton rôle aujourd'hui? Alors, c'est étrange que tu dises encore, comme si c'était quelque chose qui n'est pas supposé se faire et qui l'aurait été avant. Oui, c'est quelque chose qui est parfaitement légal. Euh, Ouais. Comme toute chose que l'on fait, on doit respecter un cadre légal.
Alors, quand on va en infiltration, ben, l'enquêteur ou l'enquêtrice va être à l'emploi du client sous son véritable nom. Donc, c'est tout à fait transparent. On prend quelques précautions, discrétion autres, mais il va exercer la fonction de travail dans la mesure de ses moyens. Donc, c'est quand même profitable pour l'entreprise. Et simultanément, il va procéder à son enquête et produire un rapport quotidien qui lui prend parfois 2 heures par jour. Je parlais du cadre légal parce que j'y tiens beaucoup, hein, évidemment. Il va enquêter sur le motif légitime d'enquête et uniquement sur celui-ci. Alors, pour être beaucoup plus clair, si c'est une enquête portant sur une fraude dans une entreprise, il va enquêter et observer et faire ses remarques et ses rapports que sur la fraude en question. En aucun cas, il n'est un agent de surveillance des ressources humaines sur la qualité du travail. En aucun cas, il ne doit dévier de son enquête, sinon ce serait de l'espionnage et puis de l'atteinte à la vie privée, ce qui est puni par le code criminel et d'autres dispositions légales. Donc la filtration existe, c'est pratique, c'est économique, c'est utile, c'est très fiable puisque l'enquêteur est présent en permanence. Ça fonctionne à condition d'avoir une éthique solide, de ne pas tendre de pièges, de ne pas provoquer les situations, d'être à l'écoute des événements autour et de surtout pas la provoquer. Alors, je sais que dans ton réseau, tu as des personnes qui nous écoutent de France. Alors, dans le milieu des enquêteurs, on sait ce qui est arrivé à IKEA, je crois, ou d'autres entreprises de distribution de quincaillerie, et il y avait des problèmes, je pense, éthiques que tout le monde a relevés. C'est Alors, comme attends, je tout te coupe moyen juste un d'action. Il faut que ce instant. soit bien fait. Oui. Alors, pour ceux qui, justement, qui ont pas connu cette histoire qui s'est passée avec Ikea, est-ce que tu peux un peu la résumer? Voilà, nous la résumer. Merci. Je n'ai pas prévu. Merci beaucoup. Tu me laisses Oui, sur je suis le sujet. capable. Oui, je suis capable de la résumer, effectivement. Donc, à ma connaissance, une agence d'enquête privée a été recrutée par IKEA pour faire de l'observation sur des comportements problématiques au sens de la loi. Et les enquêteurs auraient utilisé cette situation pour observer d'autres éléments qui relèvent de la qualité du travail, qui relèvent un petit peu d'évaluation annuelle, donc sont sortis de leur rôle d'enquête sur un délit précis pour faire une présence, un peu un regard global sur le comportement des employés, ce qui n'est pas du tout notre travail. Puis dans une autre bannière en France de quincaillerie, je crois, il y avait des problèmes similaires. Cette fois-ci, les enquêteurs en infiltration avaient commis l'erreur de poser des questions un peu provocatrices pour vérifier si les gens seraient tentés par commettre des délits. Et ça, c'est une erreur grave aussi, puisqu'on n'est vraiment pas là pour euh, supposer, pour porter des jugements à l'avance et surtout pas là pour provoquer des situations. Ça va totalement fausser le rapport. Mais je m'arrête là-dessus parce que je veux aussi dire que quand c'est bien fait, les enquêtes par infiltration permettent d'être objectifs, présents, d'avoir une documentation fiable, de réunir des preuves correctes. Donc, c'est un excellent outil de travail, même si ce n'est pas la manière habituelle de travailler, même s'il y en a d'autres, et qu'on l'utilise quand c'est utile, pertinent et raisonnable. Le mot-clé, c'est raisonnable dans tout ce que l'on fait. Et humainement, comment est-ce que tu gères ça? Parce que je me dis, quand tu t'infiltres dans une entreprise, peut-être que tu vas t'infiltrer, alors je ne sais pas, peut-être que je dis des bêtises, tu me diras si j'en dis, pendant 6 mois ou 1 an. Et pendant cette période-là, bah, tu vas créer des liens d'affinité, forcément, avec les gens qui t'entourent. Est-ce qu'à un moment donné, quand l'enquête est finie, tu dévoiles ton identité aux personnes avec qui tu as été proche? Comment ça se passe? Ah, parfait. Donc, moi, j'en fais pas beaucoup ou peu, ou ça fait longtemps que j'en fais pas. On a une équipe variée hein, d'enquêteurs et d'enquêtrices pour les différentes fonctions de travail parce qu'il faut être crédible. Euh, pour ce qui est de l'enquêteur ou de l'enquêtrice qui est en infiltration, plus on est à la limite d'une zone grise, plus c'est important d'avoir soi-même des valeurs éthiques et morales fortes et profondes. Il ne suffit pas de respecter la loi pour avoir de la morale et de l'éthique. Il y a des gens qui roulent à 100 km/h sur l'autoroute et qui peuvent être des véritables salauds sans aucune morale, tout en respectant le code de la route et payer leurs impôts.
contraire étant vrai également. Donc, les enquêteurs, enquêtrices doivent s'accrocher, être solidement bâtis à leur propre valeur éthique. La nôtre, elle est ultra simple, elle est dans un seul mot, la vérité. Donc, ce qui fait que, quelle que soit la situation à laquelle on fait face, ce qui est notre radar, ce qui est notre mode de fonctionnement, c'est s'assurer, est-ce que je suis face à des faits ou à des perceptions? Puis on doit toujours distinguer les faits et les perceptions. Puis c'est ça qui, humainement, permet d'avoir la bonne distance émotionnelle. Est-ce qu'il y a des liens d'amitié qui se créent? C'est pas supposé. Amitié est un mot qui a un sens bien précis. On va observer les personnes, on va les comprendre par contre, on va s'ouvrir à eux, on va avoir des conversations avec eux, on va saisir les situations. Quelqu'un qui commet une fraude a sa propre histoire de vie, à son propre contexte, à son propre cadre de référence, puis il faut le comprendre. Pour ça, il faut s'intéresser à elle. Puis, je ne dis pas de l'aimer ou d'avoir de l'amitié pour elle, mais comprendre le fonctionnement, parce que ce sont des êtres humains aussi, et on va s'intéresser aux faits à la seule condition qu'on s'intéresse aux personnes. Tu faisais référence tantôt, là, à l'époque, j'étais dans le renseignement, puis c'est bien que tu en aies parlé, parce que je réalise en même temps que je te parle, je n'avais pas réalisé à quel point j'en retire encore des enseignements en enquête privée et s'intéresser aux gens. Tu sais, quand tu travailles dans le trafic d'armes ou lutte au terrorisme, etc., la personne qui est en face de toi a eu une enfance, un papa, une maman, une famille, des situations complexes qui ont pu l'amener à se sentir n'ayant pas sa place dans le monde normal, à rejoindre des groupes idéologiques ou à les créer ou à les encourager à s'embrigader. Mais pour comprendre cette mécanique-là et la combattre et s'y opposer, parce qu'il ne s'agit pas de dire oui, c'est merveilleux, au contraire, il faut combattre, mais pour combattre efficacement, il faut comprendre le mécanisme humain qui est en arrière et le faire de manière humaine, de manière pas nécessairement froide, vraiment de manière humaine, mais objective et professionnelle. Alors oui, on s'intéresse aux personnes, c'est la nature même du travail, on s'intéresse aux facteurs humains, on ne crée pas de lien d'amitié. Puis ta question était comment ça se passe à la fin? Eh bien, on disparaît d'un seul coup ou progressivement. Il y a des moyens de repli, aussi bien nos faux numéros de téléphone que nos faux courriels ou nos histoires de vie, on va progressivement se retirer. On ne peut pas faire ça toute la vie non plus, parce que le monde est petit, hein, on finirait par se retrouver aux mêmes endroits. Donc, je dis, la filtration n'est pas un mode de travail à nécessairement privilégier, sauf quand c'est le moyen le plus objectif, le plus pertinent et le plus efficace. Il y a quelque chose que j'ai noté là dans ce que tu viens de nous dire, c'est que tu vas être à l'écoute de la personne qui est en face de toi. Tu vas connaître peut-être sa vie, son passé, qu'est-ce qui le motive, et cetera. Puis là, je suis en train de me dire, même si en face de toi, tu as peut-être une personne, on va dire la pire des personnes sur ce qu'on t'a décrit. Mais plus tu apprends, parce que tu es en infiltration, donc plus tu apprends à le connaître et plus tu le trouves peut-être sympa. Parce que je me dis, tiens, regarde, à force de connaître quelqu'un, de connaître son passé, de se dire, purée, mais peut-être qu'il a vécu des choses horribles. Est-ce que toi, tu commences pas en tant qu'enquêteur? Bon, je dis pas, enfin, je dis toi, mais c'est pas forcément toi, en tout cas, les enquêteurs en général, à avoir peut-être des biais là-dessus qui font que ça va biaiser justement l'enquête. Parce que même si tu nous dis, nous, on a la recherche de la vérité et tu gardes ça toujours en tête, je me dis qu'on reste quand même humain avec des sentiments et que toutes ces choses que la personne nous dit peut nous toucher et faire peut-être que même plus loin encore, se dire « Ah ben, elle n'a peut-être pas si tort dans ce qu'elle fait parce que je le comprends » ou je sais pas, alors je vais très loin dans ce que je dis, mais c'est pour mieux comprendre encore toutes les subtilités qu'il y a derrière ce métier. Alors d'abord, on questionne les gens sur ce qui est pertinent. On ne fouille pas leur vie globalement, on n'est pas là pour ça, on respecte les personnes. Donc oui, on est à l'écoute, oui, parfois on pose des questions, mais on reste quand même centré sur notre mandat d'enquête. Pour ce qui est des biais, tu as 100% raison, donc je te le dis, c'est une chance qu'on ait des biais. Si on n'avait pas de biais, on serait des robots. Et si on était des robots, ça fonctionnerait pas bien, ça fonctionnerait même très mal, parce que le robot n'a pas l'intelligence artificielle parfaite. Donc, c'est bien qu'on soit humain et qu'on ait des biais, il n'y a aucun problème avec ça. L'important, c'est de le savoir, de les reconnaître
et de les identifier au moment précis. Est-ce que ça, c'est un biais de confirmation? Je le sais, je le sens. Ah, je suis en train d'avoir un biais de confirmation. Je le sens venir à l'avance. Donc, je peux avoir toutes sortes de biais. C'est humain, c'est normal, ça fait partie de chaque personne. Ce qui est nécessaire, obligatoire, c'est de les identifier et d'être libre de ces biais-là qui ne nous envahissent pas. Mais on les vit, on les ressent, c'est absolument certain. Dans le domaine du travail, toujours, il y a des biais qui fonctionnent. Puis, je vais te dire que quand les ressources humaines mènent elles-mêmes des enquêtes sur des questions de harcèlement, elles ont inévitablement des biais. Parce qu'une personne crédible et une personne fiable, c'est pas le même concept. Hein. Quelqu'un qui est directeur des ressources humaines, qui a en face de lui ou en face d'elle une personne mise en cause dans du harcèlement ou une victime présumée, donc une personne plaignante ou un témoin, cette personne a aussi un dossier d'employé. Bien noté, mal noté, performant, utile à l'entreprise, pas utile à l'entreprise, profitable, efficient. Donc, ça va influencer la discussion. Si un employé a un excellent dossier d'employé, il est efficient, il est profitable, il est utile, voire nécessaire à l'entreprise, il est perçu comme crédible dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Ben, quelqu'un peut être crédible, ça c'est le côté humain d'une personne. Crédibilité, ça se rapporte au caractère d'une personne et à son passé. Fiable, c'est autre chose. Quelqu'un peut être crédible et non fiable, et le contraire est vrai aussi. Donc, tout le monde a des biais, l'important, c'est de les identifier et d'être alerte par rapport à ça. Après, tout peut très bien fonctionner, puis ça n'empêche pas d'aller détecter des bons indices de vérité ou de mensonges et d'aller bâtir son dossier. Et bah, justement là, avec, ce que tu nous dis, je trouve ça hyper important et puis, j'ai lu aussi, je vais te le partager tiens, ce que j'ai lu sur une enquête justement pour une plainte sur le harcèlement psychologique qui a été complètement bâclée. Il y a une partie suite à des biais, puis une autre partie, bah, parce que juste elle a été bâclée. Donc en gros, ce qu'elle nous dit cette enquête-là, c'est qu'il y a une décision qui a été rendue en 2010 où un employeur, en fait, a été condamné au paiement de 10 000 à titre de dommages moraux et de 5 000 à titre de dommages punitifs. Pourquoi? Bah, parce qu'il n'a pas respecté ses obligations légales en matière de harcèlement psychologique. En gros, qu'est-ce qui s'est passé avec cet employeur-là? Bah, il avait pensé que la personne contre qui on portait plainte sur le harcèlement psychologique, bah, elle avait un bon dossier. Donc, il ne croyait pas forcément à la plaignante directement. En plus de ça, bah, oui, ils avaient une politique contre le harcèlement psychologique, mais l'employeur avait fait une courte enquête superficielle à la suite, bah, de la dénonciation de la plaignante. 2 employés avaient été interrogés, mais le contexte a fait que ce qui devait, bah, être, confidentiel, impartial et objectif ne leur a pas été expliqué. L'information pertinente n'a pas été reçue. La mise en cause a été rencontrée, mais l'employeur s'est fié à sa parole sans aucune autre vérification. Et c'est donc, bah, à la lumière de cette enquête, incomplète, que l'employeur a conclu à l'absence de harcèlement psychologique. Au final, la plaignante, ce qu'elle a fait, bah, c'est qu'elle est montée plus haut au tribunal, que là, il y a une vraie enquête externe cette fois-ci qui a été faite et qui a été rendue publique sur le fait que, bah, c'est l'employeur, qui n'a pas correctement, en tout cas, mené cette enquête-là. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui arrive souvent, que tu vois, en tout cas qu'en tant qu'RH ou même, manager, gestionnaire, on se dit: «OK, on va tout régler en interne, il y a beaucoup de biais, on ne fait pas attention» et puis au final, on scrape toute l'enquête et puis on peut même scraper la vie de quelqu'un, enfin ou de plusieurs personnes même, quitte à l'image même, on ne parle pas aussi de ça, mais on n'a pas parlé de ça aussi, mais de l'image même que renvoie l'entreprise. Alors, tu dis souvent, bah, c'est un adverbe imprécis, là, en entrevue interrogatoire, on ferait préciser souvent c'est quoi. Mais la réponse est quand même oui, je vais te faire la grâce de ne pas te faire préciser souvent c'est quoi. Oui, c'est malheureusement quelque chose qui arrive. Puis, je jette pas du tout les blâmes de manière systématique, loin de là, sur les ressources humaines. Parce que l'Ordre des ressources humaines a produit une excellente politique et un excellent processus d'enquête, un très bon gabarit d'enquête qui, je te le dis, est vraiment très bien conçu. Le problème, c'est la mise en opération. Parce que le manuel est excellent, les procédures sont bonnes, la volonté générale de la société de lutter contre le harcèlement est solidement établie. Mais après, il faut mettre ça en route, en fonction. Et les enquêtes superficielles
parfois sont bâclés, parfois c'est parce que les gens ont peur que ça traîne, donc ils vont vite. Parfois ils vont procrastiner, ce qui n'est pas mieux non plus. En gros, l'enquête, c'est un métier. Puis on peut avoir la meilleure procédure possible, la meilleure connaissance légale possible, la meilleure volonté du monde aussi. C'est un métier, puis ne serait-ce qu'en entrevue, hein, de ce que j'ai écouté là de l'article que tu lisais ou de l'enquête à laquelle tu fais référence, il était question d'objectivité, de traitement des témoins. Puis je te dirais que avoir en face de toi la personne plaignante, il y a une manière de faire l'entrevue. Avoir en face de soi la personne mise en cause, c'est un interrogatoire parce que le mot interrogatoire n'est pas négatif nécessairement, c'est une autre stratégie. Et le plus difficile, c'est recueillir la parole des témoins. Parce que la personne plaignante, elle sait ce qu'elle veut dire, ce qu'elle veut exprimer. On va l'aider à progresser sur cette liberté de parole. La personne mise en cause sait aussi ce qu'elle veut dire, puis on va valider les faits, les événements. Mais la personne témoin est vraiment dans l'embarras parce qu'elle n'a pas forcément le goût de témoigner, elle ne sait pas jusqu'où elle peut aller et il faut l'aider à s'exprimer, la rassurer, être transparente avec cette personne-là. Il y a une manière très sur mesure de traiter l'entrevue d'un témoin. Puis ça, c'est un métier, c'est une technique. Alors, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait parfois des enquêtes externes. Ce n'est pas toujours nécessaire, hein, je ne veux pas me placer partout, mais lorsqu'on est dans la technicalité du facteur humain, des entrevues, des rencontres, ben, je pense que les enquêteurs sont quand même bien outillés pour avoir un avis neutre, objectif, qui permet d'aller chercher vraiment la vérité. On le voit dans le vocabulaire aussi, hein. On va parler de personnes mises en cause, on va parler de personnes plaignantes, on va utiliser le mot victime ultimement à la fin du processus, et encore, peut-être ce sont les avocats, le système judiciaire qui va statuer s'il y a victime ou non. Nous, on est simplement dans ce processus de documentation de la situation. Tu as parlé des dommages, on appelle ça pudiquement de comorbidité, de dépression, mais on parle également de suicide et de destruction de toute une destinée. Alors, on est parfaitement conscient que ce soit du côté de la personne plaignante ou du côté de la personne mise en cause, qui a des enjeux humains extrêmement graves, extrêmement sérieux. On commence à réaliser, et encore pas suffisamment à mon avis, que l'enquête doit être menée de manière objective des deux côtés. Parce que quelqu'un qui est mis en cause à tort, les dégâts humains sur sa vie, sa destinée, sa famille, au-delà de son travail, de sa carrière, sont d'une ampleur égale à la personne victime. Si jamais ce n'était pas le cas, qu'il n'a rien fait. Donc, ce sont des enquêtes qui peuvent être surtout pas superficielles, qui doivent être très sérieuses, très rigoureuses et très humaines en même temps. Et bien, justement, pour faire ces enquêtes vraiment de façon objective, ce serait quoi les choses que tu conseillerais à faire? Ben, si on part, il faut partir de bases rassurantes qui sont dans la main droite, la politique d'harcèlement de l'entreprise. Elles en ont toutes une. Il faut absolument s'y référer parce que si on ne le fait pas, l'enquête n'aboutira nulle part. Il y aura des avocats de part et d'autre qui vont le souligner. En même temps, nos politiques internes dans les entreprises ne sont pas au-dessus des lois. Donc, il faut avoir connaissance de ce que disent nos lois, notamment le code criminel sur le harcèlement, et savoir que ça a également son mot à dire, donc être équipé de ça. Après, dans le processus d'enquête, le plus important, c'est que ça ne traîne pas. 24 heures, 48 heures, 72 heures, ils sont 3 jours ouvrables, hein, ça nous paraît raisonnable. Ça se peut que ce soit une torture pour les personnes mises en cause. Alors, je comprends qu'on ne le fait pas le même jour ou le lendemain, il faut bien un plan de match, il faut un plan d'enquête, évidemment, mais il faut que ce soit fait rapidement, parce que sinon, tout va aller en s'aggravant. Après, il y a un processus dans les rencontres, dans la collecte de preuves qui est mené par les enquêteurs. Les RH peuvent en faire un bout, certainement, oui. C'est une question de mesurer l'ampleur de la difficulté, hein. Lorsque une plaignante rapporte qu'il y a tel geste, telle parole qui ont été posées tel jour, telle heure par telle personne, on va recueillir l'information, rechercher les témoins, rencontrer
en phase ultime la personne mise en cause, mais rapidement, parce qu'il peut y avoir un malaise dans l'entreprise, les gens peuvent se parler. Donc, il y a une manière spécifique de faire qui, dans le plan d'enquête, avec un échéancier, un calendrier, quelque chose de bien important auquel je tiens beaucoup, c'est d'être transparent avec les personnes que l'on rencontre sur la question de la confidentialité. Alors, je te parlais des entrevues avec les témoins tantôt. Euh, le témoin va nous demander, est-ce que ce que je vous dis va rester confidentiel? L'honnêteté de l'enquêteur est de lui répondre, oui, jusqu'à un certain point, mais on ne peut pas vous garantir que ce sera totalement confidentiel jusqu'au bout du processus, parce qu'un avocat ou un juge, à un moment donné, si ça se rend jusque-là, ce qui n'est pas obligatoire, mais ce qui peut arriver, va vouloir un accès à votre témoignage et ce sera requis par le système judiciaire et puis on va lui donner. Alors c'est important de responsabiliser les témoins et puis que l'enquêteur aussi se responsabilise en n'allant pas ouvrir une illusion de totale confidentialité pour en savoir plus. Alors, il y a cette relation de honnêteté, de franchise, cette relation de confiance que l'enquêteur doit établir avec toutes les parties prenantes, les personnes plaignantes, les personnes mises en cause et avec les témoins. Après, c'est la technicalité plus fine, hein, c'est la question de, je te dis ça comme ça, là, mais pour moi c'est important, c'est comment on prend des notes dans une entrevue. Ben justement, comment est-ce qu'on en prend? Je te lâche pas. Oui, je vois ça. Ben, écoute, c'est très bien. C'est un beau réflexe d'enquêtrice que tu as de ne pas lâcher, mais de le faire avec le sourire, c'est encore mieux. Alors, si on était en entrevue ou interrogatoire face à face, puis que je m'assois en face de toi, dans un bureau des ressources humaines, à proximité de tes collègues ou de tes supérieurs, je te fais asseoir en face, puis que je prends mon carnet de notes, que j'ouvre mon crayon avec un petit clic mécanique, que je me mets en face de toi, puis que je dis, OK, on commence, que s'est-il passé? Et que je note chaque mot que tu prononces, puis je le ferai, moi je ne le fais pas, mais si un enquêteur le ferait à tort ou quelqu'un d'autre, serait comme inconvénient majeur de complètement censurer ta parole parce que tu vas la contrôler, tu vas l'auto-censurer. Je vais obtenir que 10% de tout ce que tu pourrais me dire. Je vais donc manquer de matière parce que la manière de procéder a manqué d'humanité et surtout d'écoute parce que je ne peux pas à la fois prendre... Oh oui, oui, oui. Je ne peux pas prendre en note mot à mot tout ce que tu me dis et en même temps observer ton attitude, ton comportement, instaurer un climat qui facilite la parole, revenir sur ce que tu as dit, t'encourager à t'exprimer, puis surtout obtenir un peu comme un effet miroir, une relation de confiance. La confiance, c'est vraiment un effet miroir. Si tu te méfies de moi, ben, on va se méfier de toi. Je vais me méfier de toi aussi. C'est vraiment un effet miroir. Je te fais confiance, tu me fais confiance, tu ne me fais pas confiance, je ne te fais pas confiance. Donc, pour instaurer ce climat qui permet d'aller chercher l'information, c'est important que je ne prenne pas de notes au début. Donc, tu vois aucun carnet de notes, aucun crayon. Je suis en face de toi, puis dans un lieu neutre, qui n'est pas le bureau des ressources humaines, pour créer une atmosphère vraiment égale et neutre. Puis, on va commencer une discussion qui va être plus informelle pour que je comprenne le contexte de l'entreprise, que je comprenne l'atmosphère, comment toi tu te situes par rapport à ça, quelle est ta proximité avec les personnes qui sont parties prenantes, puis ton propre ressenti par rapport à la situation. Puis je ne le fais pas d'emblée. Je veux d'abord savoir si tu vas bien, si ta situation te stresse, t'inquiète, est-ce que tu es prête à me parler? Est-ce que tu es volontaire pour venir me parler? Donc, je dois avoir cette table bien mise et ça peut prendre 30 minutes, 40 minutes. Puis après, tu vas commencer à me parler du sujet de l'enquête parce que je vais commencer à dérouler quelques questions introductives ou factuelles. On a des questions de vérification, des questions de validation, des questions de curiosité, des questions de provocation pour créer un faisceau d'éléments qu'on va collecter. Puis à un moment donné, je vais te dire, Camille, ce que tu me dis, c'est sérieux, c'est grave et important, puis je ne veux pas me tromper. Puis je voudrais que tu m'aides à ne pas me tromper. Donc, pour qu'on ne fasse pas d'erreur tous les deux, est-ce que tu m'autorises, à partir de maintenant, à prendre des notes? Puis tu vas me dire oui, parce que la manière dont je l'ai apporté,
te rends en quelque sorte ma collaboratrice, si tu peux le prendre comme ça, ou bien tu te sens valorisé, mais surtout tu te sens sécurisé, puisque tu as l'impression, je te le dis illusoire, que tout ce que tu as dit avant, je ne l'avais pas pris en note dans ma tête. Mais ça va te permettre quand même d'être plus collaborante avec nous. Et quand je vais prendre des notes, je ne vais pas prendre chaque mot, je vais prendre les faits qui m'intéressent et je vais te montrer en tournant les pages vers toi régulièrement pour que tu sois à l'aise avec ce que j'écris. Alors, c'est une manière d'aborder une entrevue qui fait partie de la technique d'enquête et qui est beaucoup plus fiable que quelque chose de très structuré, rassurant pour l'enquêteur, mais qui ne va pas permettre d'aller chercher ce qu'on a besoin d'aller chercher. Mais tu vois, là, je suis en train de me poser la question inverse, du coup. Je suis en train de me dire, Mais est-ce je que sais, quand tu te parfois... poses une question, tu as un geste particulier. Pardon, ça fait très caricatural en fait. Oui, 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 c'est vrai. Oui, c'est ça. Donc, je suis en train de me demander... Attends, bah, je recommence, du coup, j'ai perdu ma question, mais je vais la retrouver, tu m'as perturbée. Mais c'est bon. La question inverse que j'ai, moi, par rapport à ce que tu es en train de nous dire là, c'est est-ce que la personne à qui... parce que là, tu nous as dit, pendant 30 ou 40 minutes, je l'écoute, j'instaure un climat de confiance entre nous, ok. Mais est-ce que la personne qui, elle, a envie de parler et voit que tu ne prends pas de notes, elle pourrait ne pas être vexée et se dire « Oh purée, mais pourquoi il ne prend pas de notes? Tout ce que je dis, c'est important, il ne va jamais retenir. » Enfin, tu sais, je me dis que tu pourrais aussi avoir ce genre de réaction plutôt que de se dire ah bah tiens, il ne prend pas de notes, c'est bon, je me sens plus à l'aise. Tu pourrais avoir aussi la deuxième réaction, non? Ben, si c'est mal fait, ce serait le cas, mais comme c'est bien fait, ce n'est pas le cas. On instaure vraiment un vrai climat de confiance. Parce que les gens ont une certaine appréhension et ils trouvent légitime, ils comprennent très bien qu'on fasse connaissance. Et de toute façon, quand je prends pas de notes, c'est parce qu'on parle de choses générales, d'atmosphère de l'entreprise. Et oui, je vais prendre des notes à un moment donné, et puis je pense qu'ils s'en doutent, mais si c'est bien fait, il n'y a jamais ce problème-là. Au contraire, je suis certain à 100% d'avoir ce problème si je fonctionne comme un robot. Si par contre je suis en écoute et en dialogue, ben, les gens sont même curieux de savoir où je m'en vais, donc ils n'observent pas ça. Et après, on collabore très bien ensemble. Ben, ça, c'est tout le travail de l'enquêteur d'instaurer ce climat-là. Et justement, j'avais vu, bon alors maintenant ça date un petit peu maintenant, ça date il y a un bon 2 ou 3 semaines, un reportage sur les policiers, sur la façon dont ils menaient leurs enquêtes. Et puis, certains policiers, en tout cas de ce qui était vu dans ce reportage-là, influencer les réponses des personnes. Et parfois même s'en rendre compte. C'est juste parce qu'eux, ils avaient l'impression que la personne était coupable. On leur a dit que la personne était coupable. Tout ce qu'ils voulaient entendre, c'était que la personne dise qu'elle est coupable, alors qu'elle n'était pas forcément. Ce qui fait que parfois, on se retrouvait avec des gens qui disaient « Ah oui, c'est moi qui l'ai fait », alors que c'était pas lui qui l'avait fait. Juste parce qu'on a influencé et sans s'en rendre compte, même la personne le dit. Est-ce que ce n'est pas un risque qu'on peut avoir aussi dans les entreprises quand on mène une enquête? Si l'enquête est menée par un enquêteur compétent, ça ne doit pas arriver. Parce que ce que tu expliques, c'est de la manipulation qui a pour seul objectif d'obtenir un résultat complaisant ou favorable à l'enquêteur ou à l'entreprise quand c'est établi d'avance. Donc, on est presque dans la malhonnêteté intellectuelle. Puis, vu la gravité des enjeux qui concernent plusieurs enquêtes, je trouve ça extrêmement grave. Mais je pense qu'on a vu le même reportage. Puis, on voyait le ressort qui est en arrière, qui est de clore l'enquête le plus rapidement possible, sans autre préoccupation que de présenter un résultat. Ça fait partie des biais de presque, je ne sais pas si ça existe, un biais de stress de résultat, mais je comprends que à l'interne, aux ressources humaines, puis je comprends aussi qu'il y a des enjeux importants qui vont provoquer un stress, une angoisse, et puis le risque de tourner les coins ronds quand l'enquête est menée à l'interne, parce qu'il y a non seulement une enquête de harcèlement, mais il y a aussi un enjeu sur l'image de l'entreprise, quand les médias vont en parler, quand ça va se retrouver dans les tribunaux ou quand les avocats vont en parler. Alors, cet ensemble de stress peut provoquer ces situations-là
où la personne qui procède à l'enquête, que ce soit quelqu'un des RH ou un enquêteur qui travaillerait mal, va aller chercher ce qu'il a besoin d'aller chercher en manipulant la personne, en jouant de différentes manières. Puis ce qui est le plus fréquent, c'est en jouant sur une fausse compassion, une fausse sympathie, une fausse empathie, en allant chercher même de proposer des excuses à la personne mise en cause en échange de son aveu. C'est la stratégie malheureuse, malhonnête et non productive qui est parfois utilisée et qui finit toujours très mal parce que ça va être invalidé par les tribunaux à un moment donné ou ça va être invalidé dans la négociation. Donc, si la personne est vraiment coupable, elle va être libérée de toute charge parce que l'enquête est mal faite. Et si la personne n'était pas coupable, eh bien, elle se retrouve avec d'énormes difficultés, d'énormes problèmes qu'elle ne mérite pas d'avoir. Donc, c'est très problématique. Puis, il faut distinguer manipuler une personne, ce qui, à mon avis, relève parfois même de la perversité ou de la paresse ou de la malhonnêteté, paresse dans les techniques d'enquête, et manipuler une conversation, ce qui, dans ce cas, est un outil totalement légitime, parce qu'il faut bien que ça avance aussi. Puis il ne faut pas croire que la personne en face de nous n'est pas capable de tenter de manipuler l'enquêteur aussi. Donc c'est un jeu qui se joue à deux. Alors il faut parfois manipuler la conversation pour la ramener sur les faits, les gestes, les situations, le concret, pour avoir un dossier solide. Mais justement, comment est-ce que tu fais ce que tu me disais, ah bah tiens, des fois il y a des manipulateurs aussi. Comment est-ce que toi, tu fais pour détecter si tu as en face de toi un manipulateur et, euh, et là, comment tu joues par rapport à ça? Est-ce que tu arrives quand même à reprendre les rênes, on va dire, pour pouvoir guider cette conversation-là? Est-ce que parfois tu t'es déjà fait manipuler aussi sans même t'en rendre compte? Comment tu Ben, vois la ça? première entrevue, oui, absolument. C'est ça, ça arrive. Après, je réfléchis, non, ça marche pas. Donc, il y a toujours, on se rattrape à chaque fois. Mais absolument, ça arrive, absolument, ça peut arriver parce qu'on a beau être conscient des biais, on peut parfois manquer quelque chose. C'est absolument vrai. Ben, je te dirais qu'il y a quand même des stratégies dans le questionnement, ça c'est important. Je t'ai mentionné tantôt les questions de validation qui vont porter sur vérifier des faits annoncés. Les questions de curiosité, ça c'est pour ouvrir la parole. C'est un peu une question de naïveté, hein, comme la série policière Columbo des années 70, dont tu as peut-être entendu parler, mais c'est le même principe. Et puis, il y a les questions de provocation qui peuvent être efficaces aussi pour relancer une situation. Question de provocation, c'est quand on dit j'en reviens pas, c'est pas possible, comment ça se peut, etc. Donc, il y a avoir des sortes de stratégies dans la qualité des questions, dans l'ordre des questions qui sont posées. Et après, un ensemble de techniques, 8, 9, 10 à peu près, qui reviennent toujours et qui peuvent permettre d'avoir euh, un relatif contrôle de la conversation. Mais ça, on ne peut pas le planifier d'avance parce que moi, je dois faire un plan d'entrevue. Ça fait partie des normes de mes enquêtes. Donc, quand je fais mon plan d'enquête, j'ai mon plan d'entrevue, puis après, il y a un rapport d'entrevue. Le plan d'entrevue, c'est les questions que je dois aller chercher, le qui, le quoi, le comment, le pourquoi, donc tout ce qui est factuel, et puis comprendre le contexte. Mais je ne peux pas le suivre à la lettre parce que je ne connais pas la personne qui va être en face de moi. Donc, il faut que je sois capable de rebondir et de changer mes questions assez rapidement en fonction de l'atmosphère de la rencontre. Alors, des fois, parce que je prépare ça beaucoup, donc j'ai mon plan d'entrevue, j'ai comme 40, 50 questions en tête. Certaines sont notées discrètement sur le papier, d'autres non. Mais la plupart du temps, ben, je dois les changer, les modifier. Donc, avoir plein d'alternatives en tête pour pouvoir avoir ce que je veux, qui est vraiment les faits et les événements. Mais comment tu Donc, prépares justement ce plan? Excuse-moi. oui, Comment est-ce vas-y. que tu prépares ce plan d'entrevue? Sur quoi tu te bases? Parce que tu n'as pas encore vu les personnes autour de toi, donc sur quoi est-ce que tu te bases pour préparer ce plan? Oui, ben, j'ai de l'information de départ, puisque plus je progresse dans l'enquête, plus mon bagage de faits à vérifier a augmenté. Donc ça, je le mets de côté, puis je vais vraiment dans la validation des faits et des événements. Mais ce qui est important, c'est que je sais ce que je cherche. Sinon, ce serait un peu laborieux. Alors, je sais ce que je cherche, puis je t'ai mentionné le qui, le pourquoi, le comment, le où. Tout ce qui permet de valider des événements, c'est sur ça que je vais travailler. Je vais donner un exemple concret. Euh,
Un geste, c'est un geste. Puis ça, j'ai ça en tête. Puis le cas classique, mais fréquent, donc au party de Noël, suite au party de Noël, il y a une plainte de harcèlement pour des propos, des attitudes, des gestes qui auraient été posés. Alors, il y a un contexte que je dois comprendre, dont je rencontre différentes personnes, mais dans ma tête, je sais que un geste, c'est un geste. Est-ce qu'il a été posé, oui ou non? Et je te disais tantôt qu'on manipule la conversation, mais pas la personne. Donc, je vais ramener la conversation sur est-ce que le geste a été posé, dans quel contexte, à quel moment, etc., pour valider. Je ne vais pas interpréter le geste. Je ne suis pas là à ce stade-là pour poser des jugements, même si j'ai besoin du contexte pour pouvoir faire parler les personnes, puis m'exprimer, puis avoir une conversation. Alors, un geste, c'est une phrase que je vais utiliser peut-être à certains moments, parce que ça permet d'avoir une affirmation qui ne peut pas être contestée. Si la personne me dit, vous savez comment ça se passe, on boit un petit peu, puis on se connaît depuis longtemps, puis c'est pas la première fois qu'on abordait certains sujets, puis il y avait une bonne ambiance. C'était peut-être affectueux, mal interprété, etc. Donc, la personne va aller sur ce registre-là, puis elle a peut-être tout à fait raison, elle a peut-être de bonne foi. Puis moi, je ne juge pas bonne foi, mauvaise foi. Mais ce que je dois obtenir, c'est ce que le geste a été posé. Après, on verra le reste. Donc, en ouvrant la parole, là, je vais pouvoir obtenir une description de la situation jusqu'à ce qu'on arrive au point, mais est-ce que ce geste a été posé? Oui, il a été posé, mais il n'y avait pas de mauvaise intention en arrière. Ah, je vous crois. Je vous crois parce que j'ai aucune raison de ne pas le croire là. Mais vous comprenez qu'un geste, c'est un geste. La personne me dit, oui, oui, j'ai fait le geste. Bon, ok, on s'entend là-dessus. Donc, ça, je ramène sur le fait. Si j'étais en manipulation de personne, ce que je ne fais pas, j'irais lui dire, ben, c'est bien normal que tu l'aies fait. Ben, évidemment, tout le monde avait bu, puis je suis sûr que tu n'es pas le seul qui l'a fait. Puis Stéphanie, je l'ai vue en entrevue, ben, je comprends un peu. On peut aller dans ce registre-là, évidemment, ce qui va permettre d'obtenir peut-être plus rapidement une liberté de parole, mais qui n'aurait aucun sens parce que ce que je veux, c'est pas rentrer dans ce jeu-là. Ce que je veux, c'est obtenir confirmation que ça a été posé. Et je dois le faire de manière honnête et transparente pour que ce soit solide. Et comment est-ce que tu fais pour pouvoir déceler la vérité? Parce que je sais que la vérité est un mot que tu aimes beaucoup. Mais regarde, là, je me dis, des fois, tu vas avoir quelqu'un qui va porter plainte pour harcèlement, par exemple, mais tout ce qu'on a, c'est que des paroles des deux côtés. Comment est-ce qu'on fait quand on a juste des paroles, on n'a pas de faits, en tout cas, qui sont vérifiés? À part si tu vas me dire, mais on a toujours des faits, Camille, je sais pas, c'est possible. Mais là, je suis en train de me dire, mais peut-être que ça va être, tu as juste une parole contre une autre parole. Comment est-ce qu'on fait là pour trouver cette vérité? Parfait. Ben, les paroles font partie des faits. Si quelqu'un dit il dit qu'elle arrive toujours en retard, elle le dit. Le fait qu'elle le dise, c'est un fait. Qu'elle ait raison ou qu'elle ait tort, c'est autre chose. Parce qu'on distingue les faits, les jugements et les opinions. Mais dire quelque chose, c'est un fait. Et dans le cas des enquêtes de harcèlement, tenir des propos sur quelqu'un, c'est un fait. Que ces propos soient justifiés ou non, qu'ils soient injurieux ou non, que ce soit des compliments inappropriés ou non, ça c'est autre chose. On va en parler après, dans l'enquête, on verra. Mais le fait de l'avoir dit, c'est ça que je cherche. Pour valider, on va aller faire parler les gens, puis on a des grilles dans notre tête de validation. Est-ce qu'il y a des contradictions? C'est tout à fait normal que quelqu'un ne se souvienne pas de tout. Et je te dirais même, c'est paradoxal, mais quelqu'un qui se souvient de tout, à la minute près, qui ne dévie jamais de son récit, c'est quelqu'un de un peu trop préparé à mon goût. Donc, je suis Et pas ça, sur je la... l'aurais pas dit, tu vois. Parce qu'habituellement, on va se dire, non, mais attends, il n'arrête pas de changer son discours, etc. Donc, c'est sûr, il ment. C'est une Alors qu'une question de personne, elle mesure. sait. C'est une question de mesure. Si je te demande de te rappeler d'un événement qui s'est déroulé il y a 3 semaines, tel jour, telle heure, puis que tu m'en fais un récit qui est comme un vidéoclip parfait.
et que 3 jours après, c'est la même version, c'est surprenant pour moi. Alors, je ne dis pas que c'est faux, mais c'est surprenant. Donc, ça va m'encourager à aller creuser. Si par contre, tu me donnes à nouveau le récit de l'événement, avec un détail de plus, un détail de moins, mais qui ne sont pas contradictoires, simplement que les choses reviennent ou pas dans ta mémoire à ce moment précis, là, je suis plus confortable. Ça, c'est de l'expérience d'entrevue. Il n'y a aucune preuve là-dedans, mais c'est simplement comment je vais orienter mes questions pour aller creuser un peu plus loin. Alors, mon but dans ces rencontres-là, c'est d'avoir un maximum d'informations, de valider, de vérifier et de trouver où sont les zones de contradiction et de travailler sur ça. Et est-ce que, voilà, je vais plutôt changer ma question. Est-ce que tu as déjà vécu une enquête qui a été particulièrement difficile pour toi? Ben, ce qui est difficile, j'en prends avec les adverbes que particulièrement vient encore me troubler. Mais... Il faut que j'arrête de mettre des adverbes de partout. Non, c'est bon, simplement, il faut que je le quantifie pour bien évaluer. Ce que je trouve très regrettable, on garde la technique, la thématique du harcèlement, parce qu'il y a aussi des enquêtes de fraude, hein, il y a des enquêtes avec des enjeux d'argent ou de violence, mais qui ne relèvent pas nécessairement du monde des affaires, dans l'immobilier notamment, où il y a de la violence sans harcèlement nécessairement. Mais une enquête difficile, c'est lorsque les personnes, en fait, c'est quand on fait appel à nous 4 mois après, 5 mois après, que les témoins sont moins disponibles, que les personnes plaignantes sont dans un autre processus, que la personne mise en cause a eu 4 mois, 5 mois pour se préparer à la situation. Puis tu comprends que la conclusion de l'enquête était plus du côté de qu'effectivement, il y a eu des gestes qui ont été posés, il y a effectivement une victime, mais quand c'est plusieurs mois après, c'est beaucoup plus laborieux parce que toutes ces entrevues, tout ce recueil de preuves est plus complexe, plus difficile. Parfois, il y a des zones grises. Hein, je reconnais très bien qu'on va documenter des faits, mais ce qui est important, c'est la manière dont le client ou le système judiciaire peut éventuellement les comprendre et les interpréter. Puis on revient au biais initial, le biais de crédibilité. Lorsque l'employé a bonne ou mauvaise réputation sur son travail, ça influence quand même grandement la manière dont les conclusions sont lues, utilisées ou interprétées. Le client, sauf dans des cas où il y a un délit criminel constaté, où là, on va parler à la police tout de suite, sans même en parler au client. Mais dans d'autres cas, le client a toujours le choix entre négocier ou entamer des poursuites judiciaires. Puis c'est son libre choix. Donc, il peut y avoir parfois une certaine frustration par rapport à ça. Notre frustration fréquente, mais c'est dans les enquêtes de fraude, par exemple en immobilier ou en affaires, avec implication de crimes organisés parfois, c'est lorsque le client est tellement content du résultat de l'enquête que 24 heures trop tôt ou 48 heures trop tôt, il va parader devant la personne qui était une cible d'enquête pour leur dire « Tu vas voir ce qui va t'arriver. On a mis des enquêteurs sur toi. On a un super beau dossier sur toi. » Puis il ne m'a pas prévenu qu'il allait faire ça. Et j'avais encore des personnes en infiltration auprès de la cible. Et puis là, ça a été assez inquiétant. Bien, tout s'est bien passé, mais il fallait rapatrier ça tout de suite. Donc, en fait, ce sont les émotions. Parce qu'en fait, la cible pouvait... C'est bizarre de dire que je l'appelle la cible, mais je comprends pourquoi on le fait. Mais elle pouvait, genre, détecter c'était qui les enquêteurs autour d'elle. Ben, à ce moment précis, oui. Oui, parce qu'il apprend qu'il y a un dossier monté contre lui qui est récent. Puis le seul événement nouveau dans son environnement depuis quelques mois, c'est l'arrivée de nouvelles personnes. Donc oui, ça pouvait être problématique. Et puis de toute façon, nous, on met un dossier, on clôt le dossier, on remet ça au client, à son avocat. On se replie nos affaires correctement. Puis après, on négocie, puis on peut accompagner le client vers la négociation, ou bien ça sera au tribunal, mais il ne faut pas provoquer le sujet d'enquête trop tôt, parce que ça m'a vraiment créé une certaine inquiétude, oui. Oui. Mais justement, cette inquiétude-là, je suis en train de me dire, mais dans ton métier, en fait, tu dois parfois voir des choses inhumaines,
ou immorale, sans même pouvoir agir, où tu peux même des fois aussi risquer ta vie. Alors là, tu me disais que c'était pas très dangereux, ça allait, mais je me dis peut-être que des fois aussi, tu peux risquer ta vie dans les enquêtes que tu mènes. Comment est-ce que tu gères ça? Ben, pour remettre les choses sur terre, il y a plus de blessés et malheureusement de morts sur les chantiers de construction chaque année que chez les enquêteurs. Donc, ce n'est pas un métier dangereux, on fait ça correctement. Mais la société change et évolue. Les réactions émotives sont de plus en plus fortes. Alors, il y a 2 ans, je t'aurais dit qu'un sourire jusqu'aux oreilles, c'est pas un métier dangereux. On sait comment on travaille, on sait ce qu'on fait. Là, en ce printemps 2021, je dirais que depuis un an et demi, il faut faire vraiment attention parce qu'il peut y avoir, pas dans le cas de harcèlement au travail, dans les enquêtes corporatives de fraude, notamment dans le secteur immobilier ou d'autres affaires comme ça, il peut y avoir des réactions surprenantes et violentes aussi. Donc, on fait de plus en plus attention quand même. C'est ça. On a senti le vent du boulet passer proche, là, il y a un an ou deux. Donc, on est prudent et puis surtout qu'on a des enquêteurs, enquêtrices en infiltration. Donc, on le fait que quand c'est vraiment pertinent et nécessaire. On collabore très bien avec les services policiers. Là, comme tu le sais, dans mon équipe, il y a plusieurs anciens policiers connus, des gestionnaires de police, des enquêteurs réputés. Donc, on a nos canaux de communication avec les services policiers, avec également d'autres milieux qui ne sont pas policiers pour pouvoir négocier quand c'est nécessaire. Mais on fait plus attention qu'avant. C'est malheureusement vrai, oui. Oui. Pour ce Et qui est qu'est-ce de qui fait inhumain que... et immoral, Mhm. ben, il y a inhumain, non, on n'est pas quand même dans les crimes contre l'humanité. Immoral, oui, c'est sûr, mais ça encore, ça se discute beaucoup. Puis, c'est ce que je dis à mes enquêteurs, puisque je me le dis à moi-même aussi, puis c'est qu'il faut avoir sa propre morale bien bâtie, avoir ses propres concepts éthiques, parce que plus on est au contact de choses qui peuvent nous déranger, ou parfois même c'est très gris, parce qu'il y a des personnes fraudeurs, comme tu le disais au début, peuvent être très sympathiques, mais il faut rester solidement ancré dans nos propres principes également. Donc, je n'ai pas vu de situation dramatique. Puis, si ça arrive, on connaît nos limites. Nous ne sommes pas policiers. Donc, quand il y a quelque chose de dramatique qui relève du code criminel ou qui est profondément dérangeant, on est capable évidemment de parler à la police immédiatement. Et là, tu me dis, attends, il y a 2 ans, je t'aurais pas dit ça, que c'était un métier dangereux. J'aurais été, je te l'aurais même annoncé avec le sourire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu, tu peux le dire que, bah, on fait un peu plus attention qu'avant? Dans notre contexte montréalais, il y a un changement de génération chez les personnes criminalisées. Et la jeune génération n'a pas les codes d'honneur, en quelque sorte, de leurs aînés. Donc, les réactions peuvent être violentes, immédiates. Il y a tout un contexte de réactivité qui n'existait pas avant. Alors, peut-être que ça va être contrôlé, peut-être que ça va passer, peut-être que c'est lié à toutes sortes de contextes de COVID ou d'autres, mais il n'y a pas beaucoup de filtres là, ça peut réagir très très vite. Donc, on fait plus attention qu'avant en termes de se protéger contre des actes violents, puis on ne doit surtout pas sortir de notre rôle, on n'est pas policier. Il ne faut pas qu'on se prenne pour des policiers, on fait des enquêtes pour collecter des faits, de l'information, ramasser des preuves. Alors, surtout quand on fait des entrevues prétextes ou de l'infiltration ou de l'observation filature rapprochée, on est légitimement prudent pour ne pas se mettre en danger et pour ne pas non plus créer du travail de plus pour les services policiers qui ont déjà beaucoup à faire. Alors, on fait attention. On opère pareil, mais on fait attention. Et enfin, est-ce que tu pourrais partager avec nous une anecdote, quelque chose qui t'est arrivé pendant ta carrière, que ce soit quelque chose qui t'a marqué positivement ou moins, et voilà, que tu aimerais partager? Oui, mais oui. Ben, écoute, c'est très anecdotique. Puis, il y a quelques semaines de ça, dans le cadre d'un travail, j'étais en itinérant. Donc,
pas seulement habiller un itinérant, je devais incarner un itinérant pour pouvoir faire quelque chose de précis. Ça veut dire les cheveux, les ongles, les petites cicatrices sur le visage. Euh, et je me suis senti, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça dans ma vie, là, mais donc je regardais les gens, parce qu'à Montréal, pour faire certaines opérations, il y a peu de monde dans les rues. Donc, il faut trouver d'autres stratégies pour se fondre dans le paysage. J'avais choisi mes poubelles, j'étais correct, c'est ça. J'ai passé quelques heures là-bas, puis je voyais les gens qui passaient devant moi. Je me souviens de deux jeunes filles qui écoutaient de la musique avec un casque, là, comme toi maintenant, toutes pimpantes qui passaient devant moi à 1 mètre. Puis j'étais le seul être vivant dans leur environnement, à 50 mètres près. Et elles m'ont regardé, mais sans me voir. Elles m'ont vraiment pas vu. Bon, j'étais bien, je veux dire, je faisais ça bien parce que je voulais pas être vu, mais en même temps, elles ont vu une forme humaine, un itinérant inerte en plus. Puis elles sont passées devant moi sans même un regard de perception qu'un être humain est allongé à cet endroit-là dans la rue. Là, ça m'avait marqué. Et durant cette journée, donc, ben, oui, il fallait que j'observe quelque chose. En même temps, je ne pouvais pas avoir mon téléphone sur moi parce que c'était itinérant en nom, évidemment, mais je ne voulais pas exposer ça. Et donc, j'ai eu le temps de penser à toute ma vie pendant que j'étais assis là. Et paradoxalement, le lendemain, j'avais un réseautage de gens d'affaires. Et puis, une des questions de réseautage était, quand est-ce que vous êtes senti sur votre X? Et je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas paraître étrange, bizarre ou provocateur, ou que les gens soient très, très surpris. Mais cette journée-là, je me suis senti, c'est très bizarre, hein, sur mon X pendant quelques heures. Et je suis incapable d'expliquer pourquoi. Mais le fait d'incarner une personne en difficulté, même si j'utilisais ce personnage-là, je l'incarnais au mieux de mes capacités, j'avais une certaine capacité à le faire. Et donc, c'est quelque chose qui m'a marqué à titre d'anecdote. Ben, je te précise aussi que les itinérants à Montréal sont des personnes que nous connaissons, que nous respectons, avec qui nous travaillons régulièrement. Et je pense ce qui a dû me marquer, c'est que j'en connais plusieurs qui sont des anciens gestionnaires, des cadres. Quand un cadre est en difficulté, ça prend 4 mois, 5 mois, 6 mois pour être en itinérance, alors que ça peut prendre plusieurs années pour d'autres personnes. On connaît des chirurgiens, on connaît des médecins, on connaît des directeurs, des gestionnaires, parce que la chute peut être terrible et rapide. Mon métier, c'est le facteur humain, puis je m'intéresse aux personnes. Puis je connais des universitaires itinérants. Je connais toutes sortes de personnes itinérantes qui ont tous des problèmes de santé extrêmement graves, notamment des diabètes aggravés par la situation, puis par le mode de vie. Alors, c'est un univers que je ne peux pas dire que je les connais, je ne suis pas travailleur social et je n'ai pas cette prétention-là. Mais il y a quelque chose en moi qui me fait que je m'intéresse à ces personnes-là. Et quand j'ai l'occasion de parler avec eux, puis je reconnais que parfois je les utilise, mais pas dans le sens exploitation, dans le sens que c'est des personnes qui connaissent Montréal, qui connaissent la rue, qui connaissent la vie et qui observent beaucoup. Donc, parfois, on leur demande, oui, de l'information. Ce ne sera pas mis au dossier de preuve en cours, évidemment, mais ça nous permet d'avoir quelques informations de contexte dans certaines enquêtes. Ce sont des personnes que je respecte, qui peuvent parfois être difficiles. Hein. Quand je choisis un spot, il ne faut pas que je prenne la place de quelqu'un d'autre, parce que ça peut réagir vite aussi. Donc, à titre d'anecdote, c'est quelque chose, oui, qui m'est arrivé. On est au mois de juillet, donc c'était en juin, puis ça m'avait marqué, c'était sur plusieurs jours. Moi, ce qui me marque là dans ce que tu me dis, c'est que tu peux avoir une vie sociale que les gens vont trouver comme extraordinaire, comme bien, comme quoi tu as réussi, hein. Tu nommais des gens qui sont gestionnaires, qui sont chirurgiens et qui en si peu de temps peuvent après être à la rue. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas pris des années, mais ça te prend parce que moi, ce qui m'étonne dans ce que tu me dis, c'est que ça te prend que 3 mois, 4 mois et tu es à la rue. Ben, je ne suis pas compétent pour te donner une réponse fouillée et précise sur ce sujet. J'ai pu que le constater. Tu vois que je ne fais pas de surinterprétation dans Mais mon c'est très bien! travail.
Donc, il y a d'autres personnes qui seraient capables de l'expliquer. Mais ce qu'il faut souligner, ce n'est pas le sujet de notre entrevue aujourd'hui, mais ça fait partie de l'anecdote, c'est que ça Oui. peut arriver à tout le monde et la chute peut être d'autant plus rapide qu'on a été haut dans la société. Donc ça, c'est ce que j'ai en tête aussi. Alors, c'est pas dans mes sujets d'enquête, mais c'est venu dans la conversation. Puis je sais que je vois que c'est quelque chose qui t'a touché, qui t'intéresse, cette situation-là. Alors, c'est ça la réalité. Ça peut arriver très vite, brutalement, pour longtemps, et la chute est d'autant plus dure qu'on a été haut. Ça, c'est vrai, c'est la réalité de la rue. Mais merci parce que tu nous remets aussi les pieds sur terre et c'est une bonne chose. On arrive bientôt à la fin de mes questions. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose qu'on n'a pas forcément parlé ou quelque chose en particulier que tu avais envie de partager aujourd'hui? Oui, ben, ce serait, il y aurait peut-être d'autres occasions, mais tout ce qui est cyber-investigation sur les réseaux sociaux, c'est vraiment des enjeux majeurs du problème des enquêtes. Les enquêtes de notoriété, les enquêtes où quelqu'un est harcelé ou moqué ou attaqué ou dénigré son entreprise ou lui sur les réseaux sociaux. C'est un phénomène sérieux qui a aussi des conséquences de comorbidité parce qu'on se sent vraiment agressé dans notre environnement quotidien. Alors, on était sur le harcèlement en milieu de travail dans sa forme classique, on peut dire, mais c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Donc, nous, on a développé, puis c'est un peu ma fierté en ce moment, on a été chercher des jeunes pirates du bon côté de la loi, des cyber-investigateurs de grand talent pour tout ce qui est fraude en cyber, fraude reliée à, qui demande de la cyber-enquête, cyber-investigation. Quelque chose que l'on déploie en ce moment. Puis ma grande fierté, c'est d'aller chercher ce genre de nouveaux jeunes cyber-enquêteurs, leur donner le goût et la passion de la recherche de la vérité, leur donner le goût d'avoir une éthique morale personnelle, puis peut-être être un point de bascule qui leur permet d'avoir du plaisir, une forme d'accomplissement, à être du côté du bon droit, de la vérité, de la protection du public en général, alors qu'ils auraient les capacités de faire totalement autre chose de bien négatif. Alors ça, c'est intéressant à faire. Puis le mot accomplissement, c'est naturel en moi, puisque quand je travaillais dans le renseignement, je l'ai vécu comme une forme d'accomplissement, sentiment d'utilité, d'avoir atteint un point d'utilité maximale à un moment donné de notre vie. Alors, cyber-enquête, cyber-investigation, réseaux sociaux et Darknet font partie de nos activités, hein. On voulait briser les clichés au début. Alors, c'est quelque chose que l'on développe beaucoup, puis qui sera peut-être l'occasion de futures rencontres, futures discussions. Et ben, je profite là que tu nous parles de cyberharcèlement pour juste faire passer un petit message qui, moi, me tient à cœur. Parce que c'est un sujet là que tu parles et qui me touche, mais c'est parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte que tout ce qu'on publie sur Internet ne nous appartient pas. Que des personnes derrière peuvent faire ce qu'elles veulent avec nos images, avec ce qu'on écrit. Et puis parce que je vois aussi beaucoup de personnes qui vont publier énormément de photos, de vidéos de leurs enfants, d'eux-mêmes, de toute leur vie, en fait, sans s'en rendre compte des conséquences que ça pourrait avoir un jour. Et je pense que c'est important aussi d'en parler, de le partager et d'avoir conscience de ça, que tout ce que vous exposez, tout ce que vous écrivez ne vous appartient plus. Est-ce que tu me rejoins là-dessus? Tu as le droit de me dire non. Oui, j'ai le droit de te dire non, mais quand on fait des enquêtes, puis c'est vrai parce que quand on fait des enquêtes sur sources ouvertes, Mhm. on découvre, ben, nous, on cible une thématique d'enquête, on ne fait pas d'intrusion dans la vie privée des gens. Mais ça nous Alors, saute aux yeux pareil. je Oui, te coupe juste avant que tu continues pour que tu expliques c'est quoi une enquête sur source ouverte avant de continuer pour que les personnes comprennent mieux ce que tu nous dis si ça te va. Excuse-moi. ben, c'est ultra simple. Source ouverte, c'est ce que tu viens d'expliquer. C'est ce qu'on Ok. publie sur les réseaux sociaux, qui ne demande pas d'aller faire quoi que ce soit de électronique ou d'informatique pour faire de l'intrusion. Source ouverte, c'est ce que tu acceptes d'exposer. Donc, c'est ce qui est sur ton site, ce sont tes réseaux sociaux, ce sont tes publications, ce sont tes réseaux dans tes différents réseaux sociaux, c'est source ouverte, ce qui est accessible sans commettre d'infraction à ta vie privée. C'est une source ouverte. Euh, L'intranet d'une entreprise n'est pas une source ouverte, puisque pour pouvoir accéder
à l'intranet d'une compagnie, il faut que j'ai des codes d'accès. Donc, ce n'est pas une source ouverte à tous, hein. Mais tout le reste, ça s'appelle source ouverte. Lorsqu'on laisse les traces, comme tu le nommais, nous, on regarde ça, on investigue sur ça. Puis, nous, on veut être concentré sur notre enquête parce que c'est notre travail. Mais tout le reste nous saute aux yeux, inévitablement, puisque tout le monde expose tout. Alors, si on n'a pas de biais, tant mieux. Si on a des biais comme tout le monde, on fait attention à rester concentré sur ce que l'on fait. Mais on peut se faire énormément de tort. Je vais donner un exemple très simple. Je faisais une enquête de fraude majeure l'été dernier à Montréal pour une importante compagnie ici, franchiseur, franchisé, quelque chose d'assez majeur. Puis l'une des personnes mises en cause exprimait des frustrations politiques qui remontaient à plusieurs années, à 4-5 ans. Puis le faisait en termes violents, en termes extrêmement violents contre des personnalités connues au Québec. En même temps, cette personne avait tenu des propos violents au sein de l'entreprise, avait laissé entendre sa capacité à commettre des actes de violence. Ça dessinait un portrait d'elle-même comme étant quelqu'un qui a un goût, une passion, puis une capacité opérationnelle à commettre des actes de violence. Et oui, ça influence, on comprend le compte. Et moi, ça m'a amené à vérifier la relation que cette personne avait avec le crime organisé, qu'est-ce qu'elle avait comme relation avec les armes à feu, qu'est-ce qu'elle avait comme relation avec tel. Regarder beaucoup plus. En fait, quand on publie sur les réseaux sociaux, on ne fait pas de notre humeur, de notre état d'âme à l'instant T de notre vie, à un moment précis, qui peut être une réaction exagérée, passionnelle à un moment donné. Mais ça reste, tu le dis très bien, une fois que c'est publié, c'est public, c'est publié comme dans le Forum romain à l'époque romaine antique, et après c'est interprété plus tard par d'autres personnes qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas le contexte dans lequel tu l'as écrit, qui ne connaissent pas les raisons de ta mauvaise humeur ce jour-là. Mais il y a quelque part une trace comme quoi une personne prétend être capable ou avoir la volonté d'aller vers des actes de violence. C'est ça. Donc, ça a absolument raison. Merci de nous l'avoir partagé. Pour terminer ce podcast, j'ai une question que j'aime bien poser. Qu'est-ce qui te donne envie de te réveiller le matin? Oui, ben, à part le café, les croissants et tout ça, là, c'est ça. Moi, c'est quelque chose qui, surtout les croissants, là, qui me donne envie de me réveiller le matin. Oui, ben, c'est ça. Ben, la motivation principale, c'est que c'est le mot utilisé tantôt. Il faut que ma journée soit une journée d'accomplissement où je me sente utile à d'autres. Puis, tu l'as mentionné au début, j'étais dans le service public pendant longtemps, donc j'étais à l'armée, dans le renseignement, après au Québec aussi, dans le service public, dans le domaine de l'information. Donc, j'ai en moi cette volonté de servir. Le terme peut paraître démodé, mais la volonté de servir, je l'ai fortement ancrée en moi. Puis paradoxalement, en étant enquêteur privé, détective privé, donc entreprise privée et non plus service public, je peux toujours faire cette fonction-là, je peux toujours servir, mais je peux le faire à ma manière, ce qui est quand même plus agréable et plus souple aussi. Donc, c'est faire de ma journée une journée où à un moment donné, je vais connaître l'accomplissement, le plaisir d'avoir été utile, d'avoir servi une cause, servi une personne, servi la vérité. C'est un peu grandiloquent comme je le dis, mais c'est comme ça que je vibre. Donc, je le formule de cette manière-là. Servir la vérité. Je trouve que ça te représente bien parce que c'est depuis tout au long de l'épisode, ce mot vérité est beaucoup ressorti. Et j'aimerais aussi, dernière question, j'aimerais savoir si tu peux partager avec nous une découverte récente. Alors, ça peut être un livre, une chaîne YouTube, un film, un documentaire, ce que tu veux. Quelque chose qui t'a marqué et qui a eu un impact sur toi et que tu aimerais nous partager. Ben, il y a une série documentaire, je pense que ça s'appelle Docu-réalité quand c'est ce format-là, parce que, bon, un reportage sur TV5 Monde qui s'appelle L'enquête de ma vie. Ils ont interrogé des anciens policiers, ce sont des policiers, donc pas des enquêteurs privés, qui sont devenus retraités maintenant, puis on leur demande de revivre, de retracer, puis il y a des acteurs qui vont jouer certaines situations, mais très courtes, hein, ce n'était pas une fiction, c'est un reportage. Puis ce qui m'a intrigué, c'est justement les ressorts émotionnels, les erreurs, les succès, les échecs autour d'une seule
enquête qui les a marqués. Puis on voit bien à quel point les enquêteurs policiers, ça peut s'appliquer à d'autres types d'enquêteurs aussi, sont vraiment totalement plongés dans leur dossier tout le temps. Là, 7 jours sur 7, jour et nuit, ça les marque profondément parce qu'ils sont animés par cette fibre, cette vibration de résoudre le problème, puis d'aller comprendre. Puis donc, En quête de ma vie, je pense que c'est 2 saisons de quelques épisodes. Ça s'écoute avec beaucoup plus de plaisir qu'une série parce que c'est réel et c'est très humain. Et est-ce que toi aussi, tu as des enquêtes comme ça où 7 jours sur 7, ça te prend, ça te reste en tête et t'en sors pas jusqu'au moment où tu trouves la vérité? La réponse est oui, même plusieurs. Je suis toujours en train de réfléchir à quelque chose, à tel point qu'il y a beaucoup de gestes de la vie quotidienne où je dois me concentrer, parce que je suis ailleurs en même temps dans ma tête. Je suis toujours en train de réfléchir à ça, ou de tourner en rond dans mon bureau. Je dois me lever fréquemment. Je ne peux pas rester assis plus de 40 minutes. Là, c'est 1 heure et quelques, là, c'est rare, parce qu'il faut que je me lève pour réfléchir et que je revienne m'asseoir. Donc, j'ai un petit peu ce réflexe-là aussi. Oui. Il y a des préjugés qui sont vrais en fait sur les enquêteurs, hein, parce que l'enquêteur, tu l'imagines comme ça aussi des fois en train de tourner dans sa pièce et tout, de réfléchir et puis et donc il y en a quelques-uns qui sont un peu vrais. Oui, ben, on a tous le droit d'avoir des préjugés. L'important, c'est de le savoir. Complètement. Et pour terminer, là, on termine réellement. Si on souhaite échanger avec toi, te poser des questions, comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Oui, l'agence s'appelle SARX, S-A-R-X, pour Service, Action, Renseignement X. D'ailleurs, SARX en grec ancien veut dire être dévoué, corps et âme. Et puis le logo, c'est un hiéroglyphe égyptien qui veut dire vérité. Donc c'est sax.net. Donc c'est une agence Montréal en enquête privée. Et ils peuvent également certainement communiquer avec toi, puisqu'on se connaît, ça fait quelques fois qu'on évoque ce sujet-là des enquêtes. Alors, soit le site sax.net, soit en passant par toi, toujours intéressant parce que je trouve que dans mon métier, c'est important que je me fasse connaître en brisant les clichés. C'est important de montrer un petit peu tout ce qu'on est capable d'offrir de manière humaine, avec un temps tourné vers les autres, puis c'est aussi l'essentiel de tes podcasts également. Donc, ça peut être un très bon moyen également. Complètement. Et merci beaucoup. Merci de nous avoir, d'avoir en tout cas cassé tous ces préjugés qu'on peut avoir. Merci de nous avoir partagé toutes tes connaissances, de nous avoir intégrés, en tout cas, de nous avoir mis dans ton monde qu'on connaît très peu et de nous l'avoir partagé de façon très humaine. Vraiment un grand merci, Philippe. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager l'épisode. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître 5 à 7 RH. Et n'oubliez pas, dès qu'on est dans un processus de harcèlement au travail, chaque semaine qui passe est aggravante. Alors n'attendez plus et agissez. De mon côté, je vous dis à très bientôt. Ciao!